Matière grise, matière blanche, notre cerveau est notre meilleur allié. Il y a dans le cerveau des structures qui représentent ce qu'on pourrait qualifier des émotions brutes. Des émotions négatives ou positives, ces dernières permettraient même de mieux résister à la douleur. Ici, avec le scanner, on va essayer de voir dans le cerveau comment est-ce que le fait de s'engager dans une activité passionnelle peut contrecarrer la douleur. Notre cerveau serait manipulable et donc manipulé. Derrière chaque écran, il y a quelqu'un qui cherche volontairement à vous rendre dépendant. Je suis pas capable de faire autre chose que de regarder mon téléphone. J'ai gaspillé mon sommeil pour ça. Les écrans agiraient-ils comme une drogue sur notre cortex? Il y a des similitudes entre la dépendance aux substances puis aux jeux vidéo. Clairement, avec la neuroimagerie, on le voit bien. Il y a aussi des moments où le cerveau s'endort, mais se repose-t-il vraiment? Le sommeil servirait donc bien, entre autres, à consolider notre mémoire. Mémoire des choses, mais aussi des traumatismes? Bianca Jones-Marlin étudie comment les événements traumatisants modifient le cerveau. Notre boîte crânienne garde encore beaucoup de secrets. Les avancées des neurosciences et de la psychologie vont-elles nous permettre de les dévoiler? On en parle tout de suite dans Objectif Monde. Bienvenue pour un nouveau numéro d'Objectif Monde. Des infos qui nous submergent, des écrans qui nous hypnotisent, le sommeil qui nous fuit. Qui n'a jamais eu l'impression d'en avoir plein la tête, d'avoir le cerveau en surchauffe? Alors comment arriver à faire baisser la pression? Notre boîte crânienne se repose-t-elle vraiment lorsque l'on dort? Et puis, peut-on reconfigurer, reconditionner un cerveau qui a subi des traumatismes? Nous verrons en fin d'émission que la science et la recherche connaissent des avancées prometteuses dans ce domaine. Mais pour en parler, je vais tout de suite retrouver nos invités. Caroline Depuis, vous êtes psychiatre et auteure de « Je me libère des écrans ». Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Stephen Lawrence, neuroscientifique, neurologue, au centre du cerveau du CHU de Liège. Vous êtes aussi professeur au centre de recherche cerveau à l'université de Laval au Canada. Voilà, merci également d'avoir accepté notre invitation. Enfin, avec nous également Erwan Bézard, chercheur français en neurobiologie, directeur de recherche à l'INSERM. Merci également d'être des nôtres. Voilà, merci à vous. Alors, première question à vous, Stephen Lawrence. Alors, on va regarder ce petit schéma, là, les 5 âges du cerveau. C'est sorti il y a quelques semaines seulement. Finalement, on a pu identifier le fait que notre cerveau, le cerveau traverse 5 phases de notre naissance à 9 ans, puis à 32 ans, puis 66, puis 83. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce qui se passe pendant ces 5 phases? Alors oui, c'est une équipe à Cambridge qui a étudié centaines de milliers de photos du cerveau, mais pas de la matière grise où il y a les neurones, hein. On a des milliards de neurones, mais surtout, et la vraie force du cerveau, c'est comment un neurone parle avec des milliers, des dizaines de milliers d'autres, et ça, c'est ce qu'on appelle la matière blanche. On peut aussi faire des photos avec l'IRM, et c'est ce qu'ils ont fait de 0 à 90 ans. Et donc, ces chiffres ne sont pas coulés dans le béton, mais en effet, on sait que les nouveau-nés, ils apprennent plein de choses. Ils vont faire jusqu'à 1 million de synapses par seconde, donc c'est énorme, hein, ça permet d'apprendre plein de choses. Et puis, il y a une deuxième phase, la puberté, l'adolescence, il y a la maturation, hein, aussi ce cortex préfrontal. Donc là, on est un peu plus loin, avec une capacité cognitive et une connectivité très, très établie à la trentaine. Et puis, 66, mais ce n'est pas qu'on va mettre toutes ces personnes à la pension. Je pense qu'il y a une autre forme d'intelligence émotionnelle, la sagesse. Et puis oui, les années 80, où ça commence à être plus difficile. Et donc, très belle étude, où d'ailleurs aussi on a étudié ces images avec l'intelligence artificielle. Donc, ça nous aide. Justement, Erwan Bézard, l'intelligence artificielle et l'imagerie médicale, enfin l'imagerie cérébrale, on le disait, hein, la découverte dont on parle fait suite à une étude sur 4000 personnes. On peut dire que ça a vraiment révolutionné le cerveau qui reste
reste quand même l'un des organes ou l'organe du corps humain le plus secret ou qui garde encore plein de secrets. Oh, ça reste effectivement très secret, mais l'intelligence artificielle est utilisée à tous les étages de la recherche biomédicale, aussi bien dans des boîtes de pétri avec des cellules en culture que sur l'animal et enfin chez l'homme. Pas forcément d'ailleurs uniquement en imagerie cérébrale, mais également en anatomopathologie. Ce que permet l'intelligence artificielle, c'est l'accélération du traitement et la détection de signaux qui resteraient sous le radar autrement. Et en fait, des choses qui sont à peine remarquables deviennent remarquables grâce au très grand nombre d'acquisitions d'images qui sont fournies à l'intelligence artificielle. Caroline Dupuis, est-ce qu'on peut avoir un cerveau qui a plus de 66 ans, donc qui commence à être un cerveau âgé, et se sentir jeune? J'espère bien. En effet, parce que je crois que la question de l'âge et de l'âge biologique ou de l'âge psychique, ils se rejoignent. Et donc, il y a toute une série de méthodes et de stratégies qui sont déjà d'être heureux, de profiter de la vie, de méditer, de sortir, de rencontrer des gens, d'être en relation, qui permettent justement de rester jeune, même si notre âge biologique, lui, inéluctablement, il progresse. Erwan Bézard, moi, on m'avait toujours dit que le cerveau arrivait à maturité à 25 ans. Est-ce que cette étude, elle rebat justement les cartes? Est-ce qu'elle remet en cause cet âge de la maturité du cerveau? On m'avait toujours dit que c'était jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, le cerveau vieillit. Comme l'a indiqué mon collègue, c'est une étude, c'est-à-dire que cette barrière n'est pas coulée dans le marbre, en tout cas aujourd'hui. Et puis, cette étude, elle se focalise sur la matière blanche, pas forcément sur la matière grise. C'est un indice pour donner une temporalité à notre maturation. Aucune de ces barrières n'est intangible et elles sont uniquement des guides pour nous, chercheurs, et puis évidemment pour la population, mais c'est en aucun cas des barrières qui sont intangibles et très certainement, il y a des variations individuelles autour de ces barrières. Stephen Lawrence, vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais il y a tellement de dimensions aussi quand on parle de l'intelligence, à quoi ça sert un cerveau, à beaucoup de choses. Donc, il y a différents âges pour différentes performances. On a déjà parlé de l'intelligence, il y a aussi l'intelligence émotionnelle, comment on gère le stress, la créativité. Donc, c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est neuroplasticité. On peut, à tout âge, continuer à apprendre. Alors, Stephen Lawrence, Erwan Bézard et Caroline Dupuis, on reste ensemble. On va parler à présent d'un autre sujet qui préoccupe les parents, mais aussi les chercheurs. C'est bien sûr l'impact des écrans sur les cerveaux et notamment sur les jeunes cerveaux. Alors, qu'est-ce qui nous rend accros à nos téléphones? Nos méninges sont-elles otages d'Instagram, TikTok ou Facebook? Toby Lebel a mené une longue enquête pour le magazine Découverte sur Radio-Canada et vous allez voir que tout est fait pour que nous ne décrochions pas. On regarde son reportage et on se retrouve juste après. Ils sont nés en même temps que Facebook et le iPhone. Et certains sont tombés dedans quand ils étaient tout petits. Je m'appelle Léo, j'ai 17 ans. Je m'appelle Stelio, j'ai 18 ans. Moi, c'est Emma, j'ai 16 ans et j'ai des réseaux sociaux depuis que j'ai 12 ans. J'ai un téléphone intelligent très, très jeune, 5-6 ans. L'an dernier, des collègues de Radio-Canada ont réuni un groupe d'ados qui ont grandi entourés d'écrans. Moi, j'utilise les réseaux sociaux pour passer mon temps. Avant de me coucher, j'ai ma télé et mon cell. So it's like, bam, double. Je suis tellement, accro, je peux pas arrêter. Maintenant, je veux, voir la vidéo que je viens juste de fermer. J'étais pas capable de me l'enlever, en fait. Je suis pas capable de faire autre chose que de regarder mon téléphone. Je peux rester jusqu'à 1h du matin à scroll sur TikTok, à rien faire de ma vie. Puis je peux même plus croire que j'ai fait ça. J'ai gaspillé mon sommeil pour ça. Les ados sont pas les seuls à avoir de la difficulté à se contrôler. Pour comprendre pourquoi, on s'est rendu en Californie, dans la Silicon Valley. C'est ici qu'on retrouve les géants du Web. Comme partout ailleurs, les gens ont le nez dans leur téléphone. Entre autres, depuis l'invention du défilement infini. Et son créateur, c'est lui, Hazar Raskin. C'est sûr, ne pas déranger. Oui, parfait. Il a déjà calculé que son invention engloutit l'équivalent d'1 million de vies humaines chaque jour. J'ai inventé ça avec la meilleure des intentions. Mais ça a été détourné par l'industrie pour faire des choses horribles.
Aujourd'hui, quand je marche ou que je prends le métro, je vois tout le monde le nez dans son téléphone. Il y a 20 ans, il n'y avait pas encore vraiment de réseaux sociaux. Ils voulaient juste enlever un irritant. Quand on arrivait en bas d'une page, il fallait cliquer pour afficher du nouveau contenu. J'ai inventé ça pour aider les gens. Si tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherches, on t'en affiche automatiquement plus. Mais je n'avais pas réalisé que ça enlevait le signal d'arrêt. Votre cerveau ne se dit jamais « c'est bon, j'ai terminé, je vais aller faire autre chose ». Ça joue sur une des failles dans notre cerveau. On a besoin d'un repère visuel. Si notre assiette est vide, c'est qu'on a fini de manger. Quand il n'y a pas de signal d'arrêt, on continue. Et c'est particulièrement vrai avec les réseaux sociaux. Il y a 20 ans, la technologie, c'était amusant. Mais aujourd'hui, un seul être humain peut faire d'immenses dégâts. Et on vous dit que c'est votre faute si vous n'arrivez pas à vous contrôler. Tu veux brûler la graisse? T'as les efforts poursuivis? Et dans cette recette, pour garder notre attention, il y a un autre ingrédient. Je suis la première à être tombée là-dedans. Oh my God, genre, qui a like ma story? Puis tu sais, j'allais toujours regarder. Tu veux des likes? S'il like, c'est parce qu'il m'aime, puis tout ça. Tu veux quelqu'un, genre, qui t'aime. Tu veux des personnes qui t'aiment. Et t'as beaucoup de personnes qui peuvent t'aimer. Avant, je publiais pour avoir une validation des autres. Oh my God, cette personne-là, elle a like. Puis tu t'y attendais pas, fait que t'es full heureuse. Celle qui est derrière le fameux bouton « J'aime » a disparu des écrans radars. Elle vit dans les montagnes du Vermont, un peu coupée du monde. Elle n'accorde plus d'entrevues depuis longtemps. Hey, nice to meet you. I'm Leah. Nice to meet you. Mais pour nous, Léa Pearlman a fait une exception. Avec la réputation que ça a maintenant, je ne m'en serais jamais vantée. Quand j'ai aidé à créer le bouton J'aime, j'avais 26 ans et j'étais mal dans ma peau. Pour moi, recevoir de la validation, ça pouvait juste être une bonne chose. Je ne savais pas que ça pouvait créer une dépendance. Elle a fait partie des tout premiers employés chez Facebook. Avant le bouton « J'aime », on pouvait seulement écrire des commentaires. Si je publie « Je viens d'avoir mon diplôme », tout le monde va me féliciter. Ce n'est pas très excitant. Le bouton « J'aime », ça permettait de regrouper tous les commentaires répétitifs. Et ça a tout de suite marché. Même un peu trop bien. C'est devenu une véritable course aux j'aime. Ça m'a pris des années avant de réaliser l'impact de calculer le nombre de j'aime qu'on reçoit. On a confondu ça avec une preuve qu'on a de la valeur, qu'on mérite d'être aimé. Ensemble, Asa et Léa ont créé un terrain de jeu infini. On y cherche ce qu'il y a de plus précieux. Ça partait d'une bonne intention, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, selon Asa. C'est comme si on avait saupoudré de la cocaïne dans nos applications. Derrière chaque écran, il y a quelqu'un qui cherche volontairement à vous rendre dépendant. Il y en a plusieurs qui ont appris ça ici. On est en plein cœur de la Silicon Valley, à l'Université Stanford. Il y avait ici un laboratoire spécialisé en technologie persuasive, avec à sa tête le professeur B.J. Fogg. Technology is great at triggering behaviors, and mobile phones are, in some ways, the holy grail. Il avait baptisé son approche la captologie, pour Computers as Persuasive Technologies. C'est d'utiliser la technologie pour influencer nos comportements. En fait, le grand génie de Fogg, ça a été de mettre un bel emballage tout neuf à de la vieille science, celle de la psychologie comportementale. Une des expériences les plus célèbres, c'est le chien de Pavlov, il y a plus d'un siècle. Pavlov avait conditionné un chien à saliver au son d'une cloche avant même qu'il voie sa nourriture. Aujourd'hui, ce sont les géants du numérique qui nous conditionnent. On s'excite quand on reçoit une notification parce qu'on s'attend à une récompense.
Magali Dufour est chercheuse spécialisée en dépendance. C'est une discipline qui s'est développée avec l'alcool et les drogues, mais qui s'applique aussi à nos téléphones. Plus on me donne de la récompense, plus je vais reproduire mon comportement. Mais je le prends 200 fois par jour. Je le prends 500 fois par jour. Donc, j'ai renforcé, j'ai consolidé ce comportement-là un nombre de fois qu'on n'a pas dans les autres substances. On vient qu'on n'a même plus besoin d'y penser, qu'on va directement. On devient le petit chien de Pavlov. Il y a une autre expérience qui a eu énormément d'impact. Elle a été faite ici, à Montréal, dans les années 50. Des chercheurs ont branché des fils dans le cerveau d'un rat. En mettant les fils au bon endroit, ils s'auto-stimulent sans arrêt. Ça a amené à la découverte du circuit de la récompense. Il est activé quand on ressent du plaisir. Le cerveau produit alors de la dopamine et on en veut toujours plus. C'est le mécanisme qui mène aux dépendances, que ce soit à des substances ou aux écrans. Et Léa l'a vécu de plein fouet. Je l'ai inventé pour moi. Et je suis moi-même devenue accro. J'ai un souvenir très précis. Je suis dans ma voiture, mon téléphone est sur le tableau de bord. J'avais décidé de ne plus regarder Facebook. Et ça me prenait toute la volonté du monde. C'est là que j'ai commencé à réaliser que j'avais créé quelque chose qui peut rendre dépendant. Même quand on crée ce genre d'outils et qu'on connaît parfaitement les mécanismes, on peut devenir accro. Dans mon cas, ça a été Twitter et Reddit. On n'est pas à l'abri. Pour Magali Dufour, c'est pas une drogue comme les autres, parce qu'on l'a dans nos poches. Ce qui est différent, c'est l'accessibilité. Même avec les substances, il y a quand même un aspect plus complexe, plus restreint, parfois illégal. Bref, il y a quand même autre chose que vous l'avez constamment avec vous. Puis en plus, ça nous donne l'hormone plaisir. Qu'est-ce que vous voulez de plus, là? Puis on vous dit, contrôlez-vous. C'est important de reconnaître ce qu'on a fait. Je veux dire, je suis désolée que nos expérimentations aient créé le monde dans lequel on vit. C'est presque impossible pour notre système nerveux de gérer ça. Asa, lui, ne peut pas mettre un pied dehors sans ressentir un poids énorme sur ses épaules. Que ce soit dans la rue, ou à un souper, je vois des gens, je vois mes amis, la tête penchée, le visage éclairé par la lumière de leur téléphone, et qui font défiler l'écran. Pour moi, c'est un rappel constant. Ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, est en train d'engloutir le monde. C'est cette culpabilité-là qui le pousse à agir. Asa Raskin va prendre les armes pour dénoncer l'exploitation dans les réseaux sociaux. Mais on retrouve la même dans une autre industrie, celle des jeux vidéo. On est en juin 2025. L'industrie du jeu vidéo s'est donné rendez-vous à Toronto. Célia Adam est comme un poisson dans l'eau ici. Pourtant, son expertise à elle, c'est la psychologie cognitive. And then we started to talk about it. Hey, you could use, psychology and cognitive science, all these cool things. And people are like, what? Ugh. Mais ce qui en fait une sommité, c'est son rôle dans Fortnite. Le jeu connaît un immense succès, et c'est en partie grâce à elle. Célia a dirigé l'équipe qui avait pour mission de rendre le jeu amusant et facile à comprendre. Son arme secrète, c'est sa connaissance du cerveau. Mais c'est une arme à double tranchant. On est conscient qu'on va manipuler, mais j'aime bien faire la distinction entre les magiciens et les pickpockets. Les deux vont manipuler votre attention, par exemple. Sauf que le magicien va le faire normalement avec consentement, alors que les pickpockets vont aussi manipuler votre attention, parce qu'ils vont faire en sorte de vous chipper quelque chose sans que vous en aperceviez. C'est pas la pratique qui est problématique, c'est l'intention qui est derrière. Et dans sa version de Fortnite, il y avait aussi des pickpockets. Les joueurs, souvent des jeunes, y ont dépensé des milliards. Entre autres, à cause de certains mécanismes qu'elle avait intégrés dans le jeu.
comme des piñatas qu'on pouvait acheter dans la boutique du jeu, avec à l'intérieur des récompenses choisies au hasard. Et c'est là le problème. Les premiers indices remontent aux années 50 avec les travaux du psychologue américain B.F. Skinner. Il était convaincu qu'on peut percer les secrets du cerveau en laboratoire. Dans un de ses tests, chaque fois qu'un pigeon appuie sur un bouton, il obtient une récompense. Mais quand les récompenses sont données au hasard, il appuie en continu même s'il ne reçoit plus rien. Il devient accro, exactement comme dans un casino. Entre-temps, Fortnite a retiré les récompenses aléatoires payantes. Sauf que le mécanisme, lui, s'est répandu dans les jeux vidéo, depuis qu'ils sont devenus mobiles, mais surtout gratuits. Parce que ça implique de faire de l'argent autrement. Un terrain de jeu idéal pour les pickpockets. C'est en tout cas le constat de Maude Bonenfant. Ça fait 20 ans qu'elle étudie les jeux vidéo. Assez pour remarquer qu'il y a un dérapage. Il y a vraiment là, une expertise très forte qui s'est développée pour truquer le cerveau humain. Ce qui me met en colère, c'est vraiment qu'on manipule nos enfants au nom des profits. On utilise ce genre de stratégie-là au détriment des enfants. Ce qui l'intéresse, ce sont les mécanismes pour truquer le cerveau. Et pour les débusquer, elle fait appel à toutes sortes d'expertises. Allô? Allô, Simon? Celle de Simon Delorme, c'est la neuropsychologie. Ça permet de se battre avec les mêmes armes que les développeurs de jeux. On sait c'est quoi les biais cognitifs des humains, on sait comment les déjouer, puis on sait comment déjouer ceux des enfants. Son équipe a décortiqué des centaines de jeux mobiles gratuits. Ici, on voit un jeu, hein, il y en envoie vraiment beaucoup là, de notifications. Là. Ouais. Et ils ont trouvé plein de façons de capter les joueurs. Tout petit. Comme d'offrir des récompenses de plus en plus grandes si on joue tous les jours. Ou d'en offrir toutes les 5 minutes pour qu'on continue à jouer. Là, tu commences à être dans une spirale de jeu que tu ne contrôles pas toi, que le jeu décide à ta place. Mais le véritable objectif, c'est d'en tirer profit. Ça, c'est quand même un jeu de 3 ans et plus. Donc, à partir de 3 ans, regarder de la publicité pour ouvrir des cadeaux, c'est correct. C'est ça. La publicité, c'est une des sources de revenus. L'autre, c'est d'offrir de payer pour avancer plus rapidement dans le jeu. On fait de la vente à pression aussi, donc toutes sortes de stratégies pour pousser l'enfant. Un autre des mécanismes qu'on exploite, c'est la FOMO, pour Fear of Missing Out. C'est la peur de rater quelque chose d'important si on n'est pas en train de jouer. Et ça, souvent, les parents, ils ne le savent pas, mais l'enfant, lui, il comprend qu'il faut qu'il retourne fréquemment. Toute cette peur-là de la perte, cette peur-là de manquer quelque chose qui vient nous stimuler à jouer, tu sais. Il n'y a jamais de fin, en plus, à ces jeux-là. Et de tous les jeux qu'elle a étudiés, il y a une conclusion à retenir. Il n'y a aucun jeu mobile gratuit que je conseille pour les enfants, malheureusement. Ils ont tous la tendance à utiliser ce genre de mécanique-là. Je suis correct? OK. Je suis quelqu'un de très... vraiment facilement amené à être addict à des choses. Le sucre, les jeux vidéo. Je faisais même plus mes devoirs. Je faisais rien. J'étais genre coincé sur le jeu. C'est genre une addiction, c'est ça. Des jeunes accros aux jeux vidéo, Magali Dufour en traite depuis une vingtaine d'années. Et depuis 2018, c'est reconnu comme une dépendance, au même titre qu'avec l'alcool ou la drogue. Quand on regarde au niveau du cerveau, il y a des aspects semblables en termes de dopamine. Donc, quand on va parler du circuit de la récompense, il y a des similitudes entre la dépendance aux substances puis aux jeux vidéo. Clairement, avec la neuroimagerie, on le voit bien. Célia Adam reconnaît que certains mécanismes utilisés dans les jeux ont causé du tort. Quand on innove et quand on travaille que ce soit le jeu vidéo ou des outils, on va faire des erreurs. Par contre, une fois que l'erreur est identifiée, il faut agir dessus. Donc à partir du moment où on a une position claire au niveau scientifique, où là c'est problématique, là, il faut changer les pratiques. Juste après la sortie du jeu Fortnite, elle a quitté l'entreprise. Elle critique aujourd'hui les pickpockets qui se sont multipliés avec les jeux mobiles gratuits. Tous les jeux qui vont exploiter les enfants,
Ça vient me chercher clairement, mais aussi, c'est franchement pas éthique, c'est pas agréable de voir que des méthodes et des connaissances qui sont là justement pour mieux vivre en société vont être utilisées pour exploiter l'être humain. T'es en train de scroller et que tu me vois. Ajoutez du sel au Coca-Cola. Il y a plein de parallèles à faire avec les réseaux sociaux. Eux aussi sont à la fois mobiles et gratuits. On y exploite aussi la FOMO avec des publications éphémères. Si on veut rien rater, il faut être là en continu. Mais ce qu'on cherche plus que tout, ce sont les récompenses aléatoires découvertes par Skinner. Avec une machine à sous, on tire sur un levier et on ne sait jamais ce qu'on va recevoir. Et c'est un des mécanismes les plus puissants pour créer une dépendance. Le défilement infini, c'est comme une machine à sous conçue pour vous rendre accro. Là, on ne sait pas ce que ça fait au cerveau de nos enfants d'avoir, par exemple, autant de sécrétion de dopamine suite à un excès de récompense. Et là, c'est nos enfants qui sont les rats de laboratoire. C'est ça qui me fâche le plus dans l'industrie actuelle. On a contacté différents joueurs de l'industrie. TikTok n'a pas émis de commentaires officiels. Pour Facebook et Fortnite, on n'a pas eu de réponse. Voilà, retour sur le plateau d'Objectif Monde. Caroline Dupuis, Stephen Loris et Erwan Bézard, merci d'être toujours avec nous. Je vous propose de prendre la direction de Montréal, au Canada, que vous connaissez bien. Stephen Loris, on va retrouver Toby Lebel. Alors Toby, on vient de regarder un large extrait de votre reportage. Est-ce que vous avez été surpris vous-même de constater à quel point les écrans font l'effet d'une drogue ? Oui, parce qu'au départ, vous savez, on en parle un peu à la légère. Des fois, on le dit comme ça, comme une métaphore. On compare ça à une drogue, mais il y a effectivement des similitudes. D'abord, au niveau clinique, quand on parle de dépendance, il y a 3 critères en général là, qu'on applique. L'idée d'une obsession, la difficulté de se contrôler et les conséquences néfastes sur nos vies. Et ça, on l'observe avec l'alcool, avec la drogue, parfois avec le jeu compulsif, les courses de chevaux, et dans les cas extrêmes, avec nos téléphones mobiles aussi, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. On peut en arriver là aussi. La psychologue qu'on voyait dans le reportage, Magali Dufour, a fait une étude sur les 15 à 25 ans ici. 3 % des jeunes ont une dépendance, donc ces critères-là. Ça peut sembler peu, mais si on se place, par exemple, dans le contexte d'une école, ça revient à 1 par classe. 3 %, c'est quand même beaucoup. Et surtout, 30 % de ces jeunes sont à risque. Donc, ces efforts, elles, sont du côté du dépistage, justement, pour éviter d'en arriver à des cas extrêmes, des thérapies fermées, des choses comme ça. Alors, s'il y a un parallèle clinique, c'est aussi, elle le disait, parce qu'il y a des parallèles à faire au niveau du cerveau. Là, vous avez autour de vous une tablée d'experts qui en savent plus long que moi, mais quand on parle de circuit de la récompense, de la dopamine, c'est un peu un cadeau empoisonné, là, si on veut, de l'évolution. C'est-à-dire qu'au départ, quand on faisait des choses qui étaient bonnes pour notre survie, trouver de la nourriture, socialiser, c'est là où on reçoit de la dopamine pour dire à notre cerveau de répéter le comportement. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs autres substances, plusieurs autres comportements qui jouent aussi sur ce circuit-là. Donc, c'est comme si notre cerveau était prédisposé, si on veut, mais on peut amplifier, jouer sur cette faille-là, disons, avec un design qui est persuasif. Caroline Dupuis, vous qui avez publié un ouvrage « Je me libère des écrans », quel regard vous posez sur le reportage de Toby Lebel ? Mais je ne suis pas étonnée d'abord, et ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir qu'au fond, chacun y a mis du sien pour développer une petite technologie qui rend l'accès plus facile, plus fluide, plus attirant, plus récompensant. Et au bout du compte, on crée ce Frankenstein des temps modernes qui est ces écrans qui sont complètement addictogènes. Et ce qui est important quand on dit ça, c'est tout de suite d'enchaîner en disant que c'est pas parce que ça existe qu'on est effectivement face à un mécanisme extrêmement complexe et qui nous capte, qui capte notre attention et qui nous rend véritablement addicts. Et on est quand même nombreux à tomber dedans. Eh bien, même s'il y a ça, il y a aussi du coup la possibilité de pouvoir reprendre le contrôle par rapport à ça, et justement à partir du moment où on s'en rend compte. Et on parle du système dopaminergique qui est très impulsif, surtout chez nos adolescents, mais on a aussi en nous les capacités justement de pouvoir remettre un peu de distance avec d'autres mécanismes du cerveau. Essayons aussi de les utiliser. Tout à l'heure, hors caméra, vous nous disiez finalement, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, les enfants de la nouvelle génération qui a commencé à grandir avec les réseaux sociaux, on voit que la consommation est moindre
par rapport à ce que ça a été précédemment? Mais oui, c'est assez intéressant de commencer à se rendre compte que finalement, de pouvoir en parler, la pédagogie et de déculpabiliser aussi, parce que sinon on se sent tous coupables par rapport à ça, parce qu'on en consomme trop, parce que nos enfants en consomment trop, parce qu'on ne sait pas quoi faire par rapport à ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'éviter la culpabilité? On va se mettre sur les écrans parce que c'est un bon moyen de se divertir. Donc plutôt que d'être dans ce cercle vicieux, sortons de l'effet de culpabilité. Éduquons, apprenons, c'est vraiment une espèce de psychoéducation pour justement se dire mais moi j'ai pas envie d'être esclave de ça, comment je vais faire? J'ai pas envie de ça non plus pour mes enfants. Et donc on voit par exemple que les jeunes parents font beaucoup plus attention maintenant dès la naissance, ils sont avertis du fait que de 0 à 3 ans c'est vraiment très très mauvais et donc on voit qu'il y a un impact et il y a effectivement les premières études qui sortent montrant une diminution de la consommation des réseaux sociaux. C'est la première fois qu'on voit que le temps, non seulement le temps de consommation quotidien, non seulement stagne, mais maintenant a tendance à diminuer. J'espère que c'est de bon espoir. Toby Lebel, plusieurs pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne et la Norvège envisagent d'interdire ou ont déjà interdit l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans ou les moins de 16 ans. Est-ce qu'il y a un débat ou une loi en préparation au Canada ? Je pense qu'en ce moment, il y a bien des pays qui ont les yeux tournés vers ces expériences-là, celles de l'Australie et d'autres. Expériences parce qu'évidemment, il y a des défis qui sont liés à ça. Est-ce que ça va résister aux tests des tribunaux? Est-ce qu'il y aura des contestations? Quels sont les outils technologiques aussi pour la vérification d'âge? On a beau imposer une limite, il faut que ça fonctionne et je ne vous apprendrai pas que les ados sont très habiles à contourner les règles. Pour ce qui est du Canada, en ce moment, au niveau fédéral, au niveau du pays, il n'y a pas de loi particulière. Donc, ce sont les 13 ans exigés par les plateformes qui s'appliquent. Au Québec, il y a eu, dans la province de Québec, une commission parlementaire au printemps. Une des recommandations, c'est de fixer l'âge à 14 ans. Cela dit, la principale mesure qui a été adoptée récemment suite à cette commission-là, c'est l'interdiction du téléphone cellulaire, du téléphone mobile dans les écoles, donc jusqu'à peu près au lycée là, pour la France. C'est depuis la rentrée, donc c'est un peu tôt pour tirer des conclusions, mais je pense que la plus grande vertu, et Caroline Dupuis en parlait tout à l'heure, c'est qu'on en parle, c'est que ça se discute et je pense que ça nous amène à réfléchir aux normes sociales. Le fait de faire de l'école à nouveau un lieu sacré où les enfants sont là pour apprendre, ça nous force, nous, parents, les employeurs aussi, à réfléchir à est-ce qu'on doit pouvoir les contacter puis avoir une réponse dans l'heure à tout moment. Et ça a potentiellement plus de gains d'en discuter que l'adoption d'une loi, mais très certainement, on observe ce qui se passe avec intérêt dans les autres pays. Stephen Lowry, vous avez 5 enfants. L'interdiction du téléphone, sur le papier, c'est intéressant, mais comment on fait? Comment on interdit, par exemple, les réseaux sociaux? Je pense qu'il n'y a pas que l'interdiction, parce que plus c'est interdit, plus on va être attiré par. Donc, évidemment, si on connaît les risques, qu'on parle sur les effets positifs, ça nous aide à être plus créatifs, connectés. Il y a plein de belles choses. C'est à nous de bien utiliser cet outil. Mais je pense quand même qu'il faut, pas uniquement au niveau individuel, mais que l'Europe impose des règles. Parce que là, c'est les géants du digital et c'est quand même des algorithmes qui sont faits pour faire de l'argent, Et donc, comme on l'a fait avec le tabac, avec les pesticides, avec toute une série de choses où on sait il faut définir quand et dans quelles conditions on peut l'utiliser. Et je pense que techniquement, ça doit être possible. Erwan Bézard, au niveau clinique, d'un point de vue, on va dire, physiologique, est-ce qu'aujourd'hui, l'omniprésence des écrans, elle modifie le cerveau de nos contemporains? Est-ce qu'elle change la forme de notre cerveau Alors non. Pas encore Non. On dit souvent que le futur sapiens sera comme ça. Oui, très certainement. La première des choses, c'est que notre physiologie fait que n'importe quel objet en mouvement attire notre regard. Avant les écrans des téléphones portables, nous avions la télévision, et la télévision placée dans la salle à manger, dans un espace public comme un bar ou un hall de gare, ça attire l'œil. Quelque chose qui bouge attire l'œil. C'est ainsi. Nous sommes faits comme ça, nous sommes câblés comme ça. Et donc, nous sommes perdants, entre guillemets, par rapport à des millions d'années d'évolution. En ce qui concerne l'évolution précise par rapport au téléphone portable, non. C'est une modification à très court terme. Comme l'a dit Steven, c'est de la plasticité qui peut être réversée très rapidement.
Caroline le disait tout à l'heure hors antenne, aux 3 jours sans téléphone portable et votre cure d'abstinence a des effets très importants sur la physiologie de votre cerveau. Donc ce n'est pas un combat perdu d'avance et en tout cas ce n'est pas la biologie qui nous conduira in fine à être absolument penchés vers nos écrans. Alors, on va prendre la direction tout de suite. On va repartir à Montréal, retrouver Toby Lebel. Alors, Toby, l'impact et la dépendance aux réseaux sociaux est-elle la même qu'aux jeux vidéo ? Je vous dirais qu'en tout cas, c'est ce que plusieurs des personnes à qui on a parlé soupçonnent, parce que les jeux vidéo, il faut savoir qu'ils sont là. Si on se rappelle bien, sur console, sont là depuis quand même plus longtemps, sont mieux étudiés. Magali Dufour le disait dans le reportage, donc c'est depuis 2018, c'est reconnu comme il y a un trouble du jeu vidéo. Alors, c'est un peu sur cette science-là qu'on s'appuie pour essayer de définir, de baliser celle des réseaux sociaux. Ce qui est extrêmement difficile, c'est d'avoir des données fiables pour les chercheurs. Vous savez, évaluer notre propre temps d'écran, vous pouvez essayer, c'est très difficile. On est très mauvais nous-mêmes, les ados aussi. Et surtout, obtenir des données sur le contenu, parce qu'évidemment, ça a un impact aussi sur notre relation aux écrans. Et donc, le Graal, ce sont des études à long terme sur plusieurs personnes. Et c'est long, c'est coûteux et c'est rare, c'est en sciences. Et ce qui est peut-être frustrant, le plus frustrant pour les chercheuses à qui on a parlé, c'est qu'en réalité, ces données-là, elles existent. On a des données hyper détaillées sur tout ce qu'on fait à tout moment en ligne. Sauf que ce sont les plateformes qui les possèdent, ces données-là. Et vous le devinez, elles ne les partagent pas. Elles les gardent pour elles et à leurs propres intérêts. Et un de vos invités le disait tout à l'heure, souvent, leur intérêt va du côté des profits davantage que du bien-être des utilisateurs. Caroline Dupuis, il va falloir trouver des spécialisés, des cliniques genre détox, clinique détox. Comment on soigne, comment on réduit sa dépendance Erwan Bézard nous disait l'abstinence. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, les détox cliniques, je ne crois pas du tout, parce que je pense que vous remettez votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous mettez votre téléphone à l'accueil pendant 3 semaines, et puis vous faites un peu de yoga et des activités. Vous réfléchissez, ce qui est super, hein, le yoga, je fais beaucoup de yoga, mais, mais une fois que vous retrouvez votre smartphone, en fait, si vous n'avez pas vraiment réfléchi aux raisons qui vous poussent à surconsommer, si vous êtes déprimé, si vous avez de l'anxiété, et si vous ne faites pas quelque chose avec ça, vous risquez de replonger, et même avec un effet rebond. Reprenons-nous le pouvoir. Et donc, en effet, là-dedans, les moments d'abstinence, des moments sans écran, c'est précieux, que ce soit en famille ou que ce soit un peu plus long pendant un week-end. Je l'ai déjà fait, c'est super dur les 2 premières heures. Et puis, en fait, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on imagine. Après, on se dit, mais en fait, ça fait du bien d'être pas connecté tout le temps. Donc, d'avoir des moments sans écran. Et puis, vraiment de se dire, moi, j'aime bien 2 questions qu'on peut se poser. Les 100 fois par jour où on prend son smartphone en main de façon compulsive et automatique, c'est pourquoi est-ce que je me connecte et pour combien de temps? Et en fait, ça va activer notre cortex préfrontal, qui est cette petite zone de notre cerveau, qui est notre sage intérieur, qui va justement permettre de modérer un peu le circuit de la récompense. Pourquoi est-ce que je me connecte? Je suis à un feu rouge, ça va redémarrer, c'est peut-être pas le bon moment pour aller regarder mes mails. Donc, je vais du coup peut-être remettre mon smartphone. Le portable est interdit au volant. Hein. Et c'est interdit et c'est dangereux. Oui. Voilà. Mais pourtant, on le sait, la compulsion, elle est là. Par contre, j'ai envie d'aller rechercher une information ou j'ai envie d'aller me divertir sur les réseaux sociaux, c'est OK aussi. Hein. On n'est pas obligé tout le temps de performer, même c'est la façon dont on se connecte, mais de savoir pourquoi. Et puis de savoir pour combien de temps, pour essayer d'échapper à ce vortex temporel dans lequel on tombe quand on ouvre Instagram pour 10 minutes et puis 4 heures plus tard, les yeux rouges, on relève la tête et on se dit « mon Dieu ». Et donc pourquoi et combien de temps, quitte à mettre un petit minuteur, eh bien je pense que déjà ça permet de mettre un petit décalage par rapport à la compulsion, par rapport à l'automatisme. Alors Stephen Lorace, dans votre livre, vous citez un psychologue américain, Herbert Simon, qui a écrit « L'information consomme beaucoup d'attention. L'abondance d'informations engendre souvent une pauvreté d'attention. » Bref, est-ce que nos cerveaux ont tendance à être surstimulés en permanence, plus qu'on va dire sapiens dans la préhistoire, qui redoutait de se faire attaquer par une bête sauvage ou qui partait à la chasse Le multitasking, ce n'est pas une bonne idée. On a l'impression qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Scroller et être dans une discussion où derrière le volant, clairement, on switch chaque fois et donc ça prend plus d'énergie, ça nous fatigue, ça nous épuise. Donc, on a quelque chose à faire, chacun de nous. On donne le bon exemple comme parents, il y a les écoles, mais je pense vraiment aussi que
ça nécessite une régulation. Hein. Comme Ulysse, là, il savait qu'il allait y avoir les sirènes et il s'est fait attacher aux mains. Même moi, je sais comment ça fonctionne et ça ne m'empêche pas de continuer à regarder parfois des âneries. Erwan Bézard, vous pensez qu'il y a nos cerveaux sont non, je ne pense pas qu'on soit surexploité. La consommation d'énergie par un cerveau moyen, que ce soit pour une activité absolument végétative ou pour une activité hautement intellectuelle, sont exactement les mêmes. Mais c'est énorme, cela dit. Oui, c'est 120 grammes de sucre par jour sur une consommation de 160 grammes de sucre par jour par votre corps. Voilà. Donc 120 grammes par rapport à 160, c'est uniquement votre cerveau. Que vous soyez végétatif ou que vous soyez un futur prix Nobel. C'est exactement la même chose. Donc on n'est pas surstimulé, notre attention est complètement fragmentée. Ça, c'est le vrai problème. C'est la fragmentation de l'attention. Et donc, une fois de plus, je pense que l'abstinence, ou en tout cas le retrait par rapport à l'utilisation d'un certain nombre ou des temps spécifiques, sont vraiment importants pour apprendre à cultiver la focalisation de son attention et la réalisation d'une activité intellectuelle, qu'elle soit simplement une discussion amicale, c'est une activité intellectuelle, la lecture, ou simplement sortir dehors, parce que beaucoup de ces choses peuvent se traiter simplement en ouvrant la porte et en allant faire de l'exercice dehors. D'où l'importance, je me permets juste de dire, de l'interdiction des smartphones à l'école. Excellente idée pour justement lutter contre l'attention fractionnée et permettre à nos enfants de se concentrer pendant les cours et de pouvoir rencontrer les autres pendant les pauses. Alors, Caroline Dupuis, Erwan Bézard et Stéphane Lorenz, vous restez avec moi. On va dire au revoir en revanche à Toby Lebel. Merci Toby d'avoir été en duplex pour nous depuis Montréal et bravo pour votre enquête. Merci. Voilà, je vous propose de nous intéresser à présent à un moment important. Il s'agit du sommeil. Vous avez écrit un ouvrage, d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard. Le cerveau se repose-t-il vraiment lorsque l'on dort? À travers des exemples de personnes qui souffrent de parasomnie, autrement dit de troubles du sommeil. On va voir justement l'importance de bien dormir et suffisamment. On regarde le reportage de Cyril Fleury pour l'émission Matière grise sur la RTBF. Une bonne nuit de sommeil. Quoi de mieux pour reprendre des forces, refaire le plein d'énergie, se sentir d'attaque pour la journée qui nous attend. Ça, c'est quand tout se passe bien. Mais pour un certain nombre d'entre nous, on peut être loin d'un moment apaisant et ressourçant. J'ai des hallucinations visuelles. Je vois des visages, des personnes que je ne connais pas. Ces personnes sont à côté de moi. Elles sont fixes, elles ne bougent pas, elles me regardent. Et quand j'ai eu mon hallucination auditive, c'était mon prénom que j'entendais. Virginie. Virginie. Pour établir un diagnostic précis de troubles du comportement pendant le sommeil, on a souvent recours à une polysomnographie, un test réalisé à l'hôpital. On installe d'abord des électrodes sur le patient, principalement au niveau de la tête pour enregistrer l'activité de son cerveau. On peut aussi mesurer les mouvements du visage qui donnent des informations sur la qualité du sommeil. Notre sommeil est divisé en cycles, chacun durant environ 90 minutes. Après du sommeil léger, on passe en sommeil profond, suivi par du sommeil paradoxal. Ce cycle se répète 4 à 5 fois au cours d'une nuit. Chaque cycle est un peu différent. Les 2 premiers cycles sont plus riches en sommeil profond, plus récupérateur, alors que le sommeil paradoxal est concentré en fin de nuit. C'est dans le sommeil profond qu'apparaissent certains troubles, comme le somnambulisme et les terreurs de Virginie. Ces phénomènes font partie de ce qu'on appelle des parasomnies. Une fois endormi, le patient est filmé par une caméra infrarouge placée dans la chambre. Toutes les manifestations qui peuvent se produire pendant la nuit sont donc sous haute surveillance. Ici, on a mis en évidence les ondes cérébrales dominantes. Sur cet extrait de tracé, on voit des ondes lentes à risque de produire des parasomnies. Nous sommes en sommeil profond.
Les parasomnies sont plus fréquentes chez les moins de 20 ans, car ils ont plus de sommeil profond. Les crises éventuelles peuvent être observées sur un électroencéphalogramme. Lors d'une crise de parasomnie franche, on va observer sur le tracé électroencéphalographique cette rupture brusque de cette belle continuité synchronisée des activités cérébrales. Et donc du coup, la patiente, effectivement, à ce moment-là, se lève brusquement, ouvre les yeux brusquement et semble chercher quelque chose. À Paris, dans le service des pathologies du sommeil de l'hôpital de la Salpêtrière, de nombreux patients viennent passer une nuit, sous le regard affûté d'une des plus grandes spécialistes mondiales du sujet. Là, on est en sommeil profond, hein. Elle dort très très profondément. Et puis tout d'un coup, il y a le phénomène qui apparaît. Hurlement, tachycardie, accélération cardiaque. On l'entend respirer. Elle se souvient qu'elle était enterrée vivante, qu'il fallait s'échapper. Il y a un phénomène assez fréquent dans les terreurs. Si l'inconnu dans la chambre de Virginie lui semble très réel, c'est que le cerveau du parasomniaque a un fonctionnement très particulier. L'arrière du cerveau, ici où se projettent les images, où il y a notre cervelet donc, qui va contrôler correctement les mouvements, tout ça est bien réveillé, en tout cas est dans un état d'activation. Et puis tout ce qui est plutôt l'avant du cerveau, le lobe frontal, ce qui fait à la fois le fait que j'ai de la décision, que je mémorise, que je sais ce que je suis en train de faire, que je fais des choses appropriées, tout ça est plutôt dans un stade proche du sommeil profond, donc endormi. Donc le cerveau est vraiment dans un état hybride antéro-postérieur. L'avant est en train de rêver, l'arrière est en train de bouger. C'est pour cette raison qu'une somnambule, par exemple, peut se lever et agir alors qu'elle est en train de dormir. Une nuit passée en observation peut permettre aux spécialistes d'évaluer les risques en fonction du comportement du patient. Il est en sommeil profond, ce monsieur. Ils sont très calmes en sommeil profond. Tout d'un coup arrive le phénomène. Vous voyez qu'il se lève du lit. Il a d'ailleurs eu dans son histoire un épisode de défenestration. Chez le somnambule, c'est comme si les instincts, les peurs primaires s'exprimaient sans filtre. Il y a dans le cerveau, dans la profondeur, des structures qui représentent ce qu'on pourrait qualifier des émotions brutes. Durant l'éveil, ces structures un peu reptiliennes, comme ça on va dire, archaïques, sont tout le temps connectées avec des fibres de transmission, comme un câblage électrique, au cortex, à la matière grise. Et donc, tout le temps, durant l'éveil, il y a une modulation de nos émotions. Même quand on pique une crise de colère ou qu'on a l'impression de perdre ses moyens ou des choses comme ça, il y a toujours cette modulation. Durant le sommeil profond, et particulièrement durant le sommeil profond, vous devez vous imaginer que ce câblage électrique qui relie les structures profondes représentant les émotions brutes, reptiliennes et la matière grise sont totalement coupés. Il y a encore beaucoup à découvrir sur le sommeil, notamment pourquoi dormons-nous ? Il se trouve que les somnambules pourraient être d'une grande aide pour y voir plus clair. À l'Institut du cerveau à Paris, ces neuroscientifiques mènent des expériences sur les somnambules. Un des objectifs, mieux comprendre le rôle du sommeil pour notre homme mémoire. Les somnambules sont dans un état entre la veille et le sommeil, avec des caractéristiques du sommeil et des caractéristiques de l'éveil puisqu'ils bougent. Et donc, potentiellement, ils nous donnent un accès en temps réel à ce qui se passe dans leur cerveau quand ils dorment. L'idée de ce projet, c'est de leur faire apprendre une petite chorégraphie, donc un apprentissage moteur, avec des mouvements un peu différents de ce qu'ils ont l'habitude de faire dans la vie de tous les jours. Ensuite, les participants doivent répéter cette chorégraphie couchés dans un lit, allongés dans le noir. Mais à ce stade, ils sont encore éveillés. Enfin, les somnambules ont été filmés pendant leur sommeil. Et chez l'une d'entre eux, on a pu observer un comportement intéressant. Là, elle dort en sommeil lent profond. Vous voyez, elle se réveille brutalement, c'est typique du somnambulisme. Elle regarde un peu perdue, elle a ouvert les yeux. Elle regarde, elle est un peu confuse. Les mains sont dans une position bizarre.
Et là, on dirait qu'elle tape sur des souris invisibles. Donc nous, on était super contents parce que vraiment, on a accès, c'est la fenêtre en fait sur la mémoire. Elle s'ouvre 1 minute dans la nuit, donc on a réussi quand même à capturer quelque chose, on était contents. Ici, on voit clairement une similitude entre les mouvements effectués durant le somnambulisme et lorsque les patients sont éveillés. Ce premier résultat est prometteur. Il pourrait démontrer en images comment nous répétons pendant que nous dormons ce que nous avons appris durant la journée. Le sommeil servirait donc bien, entre autres, à consolider notre mémoire. Des solutions existent aussi pour réduire les crises de somnambulisme et de terreur nocturne. Entre autres, prendre un complément d'hormones du sommeil. J'ai dû prendre de la mélatonine, mes hallucinations se sont espacées et là, pour le moment, elles ont quasiment disparu. Si on peut travailler sur le stress, ça aide vraiment, que ça soit sous la forme de relaxation, de yoga, de mindfulness, de méditation. Toutes ces thérapies non médicamenteuses vont aider la majorité des personnes. Allez, on va partir directement à Bruxelles pour retrouver Cyril Fleury, réalisateur de ce reportage. Alors Cyril, pourquoi, tout bêtement, vous êtes-vous intéressé au sommeil ? Oui, bonjour Dominique, bonjour tout le monde. En fait, le sommeil, comme vous l'avez dit, c'est quand même un moment très important dans notre vie. On passe à peu près un tiers de notre vie, je crois, à dormir. J'avoue que je ne connaissais pas les parasomnies avant de faire ce film. Et j'avoue que j'ai été assez frappé par les récits que j'ai entendus, donc des témoins que j'ai entendus, qui décrivent des grandes souffrances liées à ces troubles, qui sont, comme on l'a vu, terrorisantes au moment où ça se passe, et ensuite qui ont des conséquences énormes sur leur vie. Alors, on va revenir vers vous, Cyril Fleury, mais une question à Steven Laurel. Vous avez écrit un ouvrage, Le sommeil, c'est bon pour le cerveau, comme la méditation. Parce que c'est vrai. Alors, on va regarder les chiffres concernant le sommeil des Français. En fait, les Français dorment 1h30 de moins qu'en 1975. Un Français sur 3 dort moins de 6 heures par jour. La durée moyenne, c'est 6h42, un peu moins de 7 heures. Est-ce que c'est suffisant, selon vous ? Ben non. Pour la grande majorité de nous, on a besoin de nos 8 heures. Il y en a, mais très peu, qui peuvent bien fonctionner avec vraiment des nuits de 4 heures. Je pense qu'il ne faut pas considérer le sommeil comme une perte de temps. On l'a vu dans le reportage, c'est important pour notre mémoire, mais aussi notre stabilité émotionnelle, notre système immunitaire. Et donc, on le sait, il y a trop de Français qui ne dorment pas assez. Mais c'est un peu partout dans le monde, non ? Tout à fait. C'est une tendance générale, de moins de sommeil. Dans le monde industrialisé, maintenant on a la lumière, et puis on a discuté des écrans. On va parler des parasomnies. Le plus fréquent, c'est les insomnies psychogènes. Je suis dans mon lit en train de ruminer, et donc j'ai difficile à m'endormir, je me réveille en pleine nuit, j'ai difficile... Et donc, voilà, le savoir, c'est important d'essayer de travailler notre rituel de sommeil. On a découvert il n'y a pas si longtemps le système glymphatique. Alors, c'est quoi ? C'est vraiment un détox naturel, efficace, où on va enlever les produits toxiques qui s'accumulent la journée. Et on a fait le lien avec des maladies qui vont de la dépression jusqu'à la démence. Donc, et comment on fait cette détox, Dr Laurel ? En dormant. Investir dans... un sommeil de bonne qualité. Donc, si le matin, je me sens pas déjà en forme, j'ai besoin de plusieurs cafés, première réunion, je m'endors, mais là, je pense que si ça dure trop longtemps, il faut aller voir son médecin traitant. On voit qu'il y a des maladies du sommeil, donc on peut, avec des électrodes, identifier la cause, la traiter. Alors, le sommeil change aussi quand on va vieillir, mais de plus en plus, on se dit que peut-être on vieillit moins bien. On dit souvent qu'on dort moins en vieillissant.
Oui, mais on a maintenant aussi l'hypothèse que si on va chez les personnes plus âgées, identifier la cause. Il y en a plusieurs, on a mal aux articulations, on se lève pour aller faire pipi, on peut ronfler, on a les jambes sans repos. Si on va traiter ces causes, eh bien, on voit qu'on va mieux vieillir. Le sommeil, vraiment, c'est très, très important. Erwan Bézard, vous qui travaillez beaucoup sur les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, que la perte de sommeil est un symptôme ou les hallucinations? Oui, alors il y a deux choses en fait. Le syndrome des jambes sans repos, par exemple, auquel Steven faisait allusion, est un symptôme précurseur de la maladie de Parkinson. 80% des patients qui souffrent de syndrome des jambes sans repos convertissent en maladie de Parkinson après quelques années. Ça peut être assez long. De la même façon, Steven parlait du système lymphatique, qui est un système détox. C'est vraiment un système, comme à l'instar du système lymphatique dans le reste du corps, c'est un système dont on va dire la dimension va changer avec le sommeil. Ça va s'ouvrir comme un vaisseau qui va s'ouvrir et va permettre effectivement de nettoyer, en tout cas c'est l'hypothèse dominante, de nettoyer une partie des catabolites ou des protéines mal formées qui sont impliquées dans diverses pathologies, notamment la maladie d'Alzheimer. Et donc on voit qu'il y a une relation directe entre effectivement qualité de sommeil et éventuelle survenue d'affections neurologiques. Mais je pense aussi que une des choses qui sont importantes, c'est quelles sont les recommandations pour un bon sommeil, et elles sont largement connues. J'ai un camarade somnologue, comme a été indiqué dans le reportage, au CHU de Bordeaux, que j'ai consulté parce que ma fille ne s'endormait mal. Et puis, l'issue de la consultation, c'est simplement, il a dit, il faut respecter le sommeil de chacun. C'est-à-dire que les parents de ma fille, à savoir moi, on se couche trop tôt pour elle, et qu'il faut accepter qu'un adolescent ou un jeune adulte se couche beaucoup plus tard et éventuellement a besoin de se lever un peu plus tard que les parents. Ceci dans une pièce sombre, bien aérée, pas trop chaude, pas de lumière, pas d'écran avant de s'endormir, etc. Donc il y a des pratiques en fait vers un sommeil sain. Eh bien, merci justement pour la transition, Erwan Bézard, puisqu'on va continuer à parler des jeunes. Alors, dans l'intégralité de votre reportage, Cyril Fleury, on se rend compte que finalement, si les adolescents dorment beaucoup, ou en tout cas tard le matin, ils ne le font pas exprès pour embêter leurs parents, en fait. Oui, exactement. Donc, c'est une des choses que j'ai apprises, que j'avais beaucoup d'idées reçues sur les ados, peut-être comme beaucoup de gens. On en voit beaucoup qui se lèvent très tard ou qui ont eu beaucoup de mal à se lever. Et en fait, le somnologue que j'interrogeais me disait qu'il fallait être indulgent parce qu'en fait, ils ont, en tout cas, il y a des périodes dans l'adolescence où ils ont vraiment besoin de plus de sommeil. Donc, c'est un vrai besoin, c'est pas pour nous embêter. Il y a aussi des problèmes de cycle de sommeil. Donc on a vu dans le reportage aussi que nous les adultes, tout ce qui est sommeil profond, c'est plutôt en première partie de sommeil, et puis il y a de moins en moins de sommeil profond. Visiblement chez les adolescents, il y a encore du sommeil profond en fin de sommeil, en fin de cycle de sommeil. Et donc parfois, quand on a du mal à lever notre ado, qu'on est obligé de le secouer, il faut peut-être se dire que c'est pas de sa faute. Il faut être indulgent. Voilà. Merci Cyril Fleury d'avoir été en duplex pour nous depuis Bruxelles. Merci à vous. Caroline, depuis, on comprend ce que nous dit Cyril Fleury, c'est que finalement le sommeil des adolescents ou en tout cas des jeunes, il est très différent du sommeil des adultes. Alors le sommeil, c'est la vie et c'est la base pour tout le monde, mais en effet, on voit que chez les bébés, chez les petits-enfants et chez les ados, il y a pas mal de choses qui se passent aussi pendant le sommeil. On sécrète l'hormone de croissance, justement, on engramme, on enregistre tous ces apprentissages. Donc c'est super important. C'est pour ça que les bébés, ils dorment 16 heures par jour. Ils ont vraiment besoin de ce sommeil. Et chez les adolescents également. C'est pour ça que moi, je conseille toujours aux jeunes qui sont en période d'examen de ne pas trop rogner sur le sommeil en étudiant très très tard et en espérant du coup pouvoir réussir. Justement, ils ont intérêt à dormir. C'est vrai qu'ils ont aussi un petit décalage de phase, on le disait, sur le sommeil profond. Et dans le rythme circadien, c'est le rythme qui est pour nous, pour la journée. On a la veille, on a le sommeil. Eh bien, eux, tout est un petit peu décalé vers le plus tard. Donc, ils ont tendance à vouloir aller dormir plus tard et à se réveiller plus tard. D'ailleurs, les horaires d'école ne sont pas
super au point pour nos ados, mais en même temps, on doit tous faire des aménagements pour qu'on puisse tous vivre ensemble dans la société, dans la journée. Mais tout ça amène au fait qu'en effet, ils sont parfois un peu décalés par rapport à nous dans leur sommeil, qui est super important. Donc nous aussi, on doit faire attention à encourager et à respecter ces heures de sommeil, elles sont cruciales. On va continuer ensemble à s'intéresser au cerveau, qui est aussi le réceptacle de la douleur. Et justement, si la passion, notamment des échecs, pouvait nous permettre d'avoir moins mal, une expérience a été menée à l'université McGill à Montréal. Les explications de Dany Lemieux. Un roi, une dame, un fou et un joueur. Je m'appelle Alexandre et ma passion, c'est de jouer aux échecs. Dans quelques minutes, Alexandre va souffrir et son bourreau, c'est lui. Avec ces pièces-là, on pense pouvoir faire échec et mat à la douleur. Le premier coup, c'est souvent un échec. Mathieu Roy est expert de la douleur. On cherche à comprendre comment une activité passionnelle, comme peuvent l'être les échecs pour des joueurs qui sont passionnés, peut réduire la douleur. Pour le savoir, Alexandre jouera aux échecs pendant qu'on lui brûlera la peau. Cet appareil de résonance magnétique prendra des clichés de son cerveau. Nos participants vont jouer aux échecs sans recevoir de douleur, recevoir de la douleur sans jouer aux échecs, et ensuite, dans un deuxième temps, ils vont jouer aux échecs pendant qu'ils reçoivent des stimulations thermiques douloureuses. Mais rassurez-vous, la douleur va demeurer tolérable sans conséquence. Et ici, avec le scanner, on va essayer de voir dans le cerveau comment ça se passe, comment est-ce que le fait de s'engager dans une activité passionnelle peut contrecarrer la douleur. OK, c'est parti. Mathieu Roy et son équipe s'intéressent à la passion, mais surtout à ses effets analgésiques. C'est une région qui est impliquée dans la douleur, mais qui est aussi impliquée dans la résolution de problèmes. Donc, on pense que lorsque notre joueur va être en train de jouer aux échecs, cette région-là va être activée, puis ça va empêcher la douleur d'être perçue. Quoi jouer? Tour? Fou? La difficulté des problèmes à résoudre varie. La chaleur, elle, reste constante. Alexandre doit évaluer son expérience. D'un côté, la douleur et de l'autre, le niveau de difficulté. Comme lui, une centaine de joueurs participent à cette étude. C'est fou pour un échec. Pour avoir un effet analgésique optimal, il faut vraiment utiliser des tâches que les participants aiment vraiment faire. Si c'est trop facile, on s'ennuie, on est distrait, donc ça ne fonctionnera pas. Si c'est trop difficile, là, ça devient frustrant. Pour que la passion puisse agir comme antidouleur, le niveau de difficulté de la tâche est primordial. En français, on va souvent dire être dans la zone. Donc, c'est un état de concentration très intense, mais qui n'est pas accompagné d'une sensation d'effort désagréable. Donc, les participants sont complètement absorbés dans la tâche. OK, Alex, la session est terminée. Du coup, on va venir te chercher et te sortir de l'erreur. Donc, on est concentré sur ce qu'on fait et que... on apprécie ce qu'on fait. Franchement, la douleur, on la sent à peine. Les résultats préliminaires sont encourageants. Dans ce cas-là, la douleur peut être réduite de 50 ce qui est très marqué puis ce qui est comparable aux effets là, de plusieurs autres médicaments analgésiques. Un roi, une dame, un fou, une passion devenue remède. Retour sur le plateau d'Objectif Monde. Erwan Bézard, là on est dans une forme d'hypnose, d'auto-hypnose. On peut dire que c'est une sorte d'expérience qui s'apparente? Non, c'est vraiment un problème attentionnel. On dirige son attention de façon focalisée sur un processus et c'est valable dans plein de domaines. Alors le reportage le montre très bien sur... non pas vraiment une douleur, mais une sensation douloureuse. Ici, une sensation d'augmentation de la température. Et c'est très connu et c'est très pratiqué par beaucoup de patients.
nous-mêmes déjà dans la vie de tous les jours, mais beaucoup de patients présentent effectivement cette capacité à avoir une disparition des symptômes lorsqu'ils se focalisent sur une tâche précise. Et que ce soit une tâche ludique ou une tâche intellectuelle ou une tâche manuelle, peu importe. L'important, c'est la focalisation. Et lorsque l'on se focalise, lorsqu'on focalise son cerveau sur une tâche particulière, effectivement, soit les symptômes, soit la douleur, soit des sensations particulières disparaissent comme par enchantement, mais c'est uniquement un problème de focalisation. Sur ce rapport à la douleur, justement. Mais, parce que vous avez mentionné l'hypnose, et en effet, c'est un autre état modifié de conscience où on est absorbé. Mais tout le monde ne peut pas être hypnotisé. Mais justement, on a une grande tradition avec une anesthésiste qui s'appelle Marie-Lise Fémonville au CHU de Liège, où elle a des milliers de patients qui ont accepté. Donc, c'est quand même des chirurgies. On enlève la thyroïde, on enlève une tumeur du sein, ici, ce qu'on appelle une rhinocéptoplastie, on corrige le nez. Normalement, on est endormi, inconscient, et donc là, on est sur la table d'opération, éveillé, mais en train de revivre des vacances agréables. On a utilisé la neuroimagerie pour justement étudier l'impact d'une stimulation douloureuse, et clairement, ça permet de... on le sent encore, mais ça dérange moins, et il y a très peu de patients où on doit changer vers une anesthésie générale où cela ne marche pas. Caroline, depuis l'hypnose, elle est aussi utilisée, notamment en psychiatrie ou en psychologie, pour évacuer des traumatismes. Oui, tout à fait. Donc, on utilise l'hypnose ou l'auto-hypnose, où on apprend la personne finalement à pouvoir lui-même pratiquer chez lui ces formes d'état modifié de conscience, plus ou moins légers. Et ça, en effet, ça a des bons résultats pour aider à arrêter de fumer, pour des soucis comportementaux. Donc, on voit que c'est effectivement quelque chose qui va agir sur la façon dont on perçoit. Et c'est ça aussi pour la douleur. Au fond, la douleur, c'est en même temps l'information sensorielle, je me brûle, mais c'est aussi comment le cerveau interprète et va moduler ça. Eh bien, l'hypnose, elle va un peu diminuer le volume de cette interprétation. Et vous disiez pendant la diffusion de ce reportage aussi que c'est très important finalement de ressentir la douleur. La douleur, c'est le signal que quelque chose dans notre corps ne va pas. Donc c'est bien parfois d'avoir mal. Ben oui, tout à fait. On parlait d'ailleurs de gens qui ne sont pas sensibles à la douleur. Eh bien, c'est extrêmement problématique pour eux. Pourquoi est-ce que quand on se brûle, on a mal? Pour prévenir qu'on est brûlé et pour retirer sa main du feu. Si on ne le fait pas, eh bien, la brûlure peut être plus importante et peut provoquer des dégâts plus importants. Donc, vive la douleur et vive le signal que ça nous apporte. Maintenant, quand elle devient trop envahissante et qu'elle n'a plus vraiment d'utilité parce que c'est une douleur chronique, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour la moduler ou moduler son intensité? Alors, Stephen Leroy, je l'ai dit au début d'émission, vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « La méditation, c'est bon pour le cerveau » aux éditions Odile Jacob. Je voulais qu'on regarde, parce que vous êtes intéressé justement au cerveau de quelqu'un de bien connu, Mathieu Ricard. On va dire que c'est un champion du monde quand même de la méditation, et il fait ça de nombreuses heures par jour. Mais on voit que lorsqu'il médite, voilà, on voit que son cerveau est, on dit, irrigué de manière complètement différente. Il est là au labo, au Super Cobaye, avec 256 électrodes sur la tête, et on voit un cerveau, Mathieu, qui pense à tout et à rien. Donc, c'est les différentes couleurs, ce qu'on appelle le monkey mind, un petit singe, une pensée, une perception, on a plein de trucs qui passent dans la tête, et puis il va faire son exercice de méditation, et on voit qu'il y a cette stabilité, donc à nouveau, cette capacité à garder l'attention à un objet, peu importe, et on voit que c'est quelque chose de très actif. Donc, on voit qu'il y a là, les lignes représentent l'interaction entre les différentes parties du cerveau, qu'il y a cette stabilité, cette augmentation de l'interaction. Et c'est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas être un moine bouddhiste, je ne suis pas du tout. Et d'ailleurs, ce sont des images qui sont extraites de votre livre, je le précise. Il a un cerveau moins vieux que son âge, grâce à la méditation? Autre chose, on l'a mis dans toutes nos machines, y compris l'IRM. On a vraiment mesuré le volume de sa matière grise, et quand on vieillit, il y a une diminution, en particulier de l'hippocampe et d'autres structures. Et là, on peut dire que, d'un point de vue neurologique, oui, il y a quand même une dizaine d'années moins vieux. Et d'ailleurs aussi, il y a maintenant des études multicentriques avec nos collègues en France pour, par exemple, ces fameux Huisman de réduction de stress par la pleine conscience. Pour des personnes qui sont à risque de démence, oui, ça peut avoir un impact positif.
Erwan Bézard, est-ce que la méditation, par exemple, comment vous l'appréhendez en tant que scientifique? Alors, moi, je suis neurobiologiste et je travaille essentiellement avec des modèles animaux, donc avec des animaux avec qui c'est assez difficile de faire de la méditation. On peut les mettre en hypnose. On peut les mettre en hypnose. Donc, je n'ai pas de pratique personnelle, mais par contre, c'est également un état différent, comme l'a indiqué Steven tout à l'heure. Et ça fait partie des différents états sur lesquels on peut jouer. Et une fois de plus, à partir du moment où c'est étudié de façon scientifique, c'est une étude scientifique avant tout. Et c'est une pratique tout aussi intéressante qu'une approche pharmacologique, car elle va apporter des bénéfices, en tout cas sans effets secondaires directement observables à cause des molécules. Et en ça, ça fait partie des pratiques, on va dire, vertueuses que l'on doit avoir pour la santé de son cerveau. Oui, vous abondiez dans le sens d'Erwan Bézard. La méditation, c'est gratuit, c'est accessible. On peut se baser sur la respiration pour en faire un outil qui est puissant. Or, de nouveau, la respiration, on l'a en permanence, donc c'est plutôt chouette. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il y a quand même eu quelques petits accidents avec des gens qui se sont retrouvés avec un peu de mal ensuite à revenir. On veut trop vite. C'est parce qu'ils sont allés trop vite, parce qu'ils ont fait des retraites carrément de méditation. Il faut quand même être vigilant, quoi. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut étudier. Quelles sont les indications, les contre-indications. C'est pas une compétition. Il ne faut pas partir en Inde pour faire une retraite d'un mois. Caroline, depuis, je voulais quand même qu'on revienne 2 minutes parce qu'on parle là de santé mentale. Faut bien faire la différence entre le sujet de la santé mentale et le sujet des problèmes psychiatriques. C'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Merci de rappeler ça. On est dans un monde qui est très, très focalisé sur la santé mentale et sur la santé mentale positive, et c'est super, je ne vais pas du tout... je pense que c'est vraiment important qu'on puisse déstigmatiser et parler de tout ça. Par contre, en effet, n'oublions pas qu'il y a toute une série de personnes dans la population, de gens qui souffrent d'une problématique psychiatrique, donc de pathologies psychiatriques, et de pathologies psychiatriques qui sont parfois chroniques et qui vont atteindre la personne toute sa vie, au même titre que quand on devient diabétique, on le reste et on vise à trouver des traitements qui essayent de stabiliser. Eh bien, quand on déclare une schizophrénie, on le reste et on vise à trouver des traitements qui essayent de stabiliser cela. Et à ce moment-là, les stratégies d'action ne seront pas les mêmes, parce qu'on parlait des indications et des contre-indications. C'est plus difficile, en effet, de proposer de la méditation à quelqu'un qui est schizophrène en crise, parce que ça ne l'aidera pas, que ce n'est pas indiqué et que ça peut justement provoquer des états dissociatifs. Donc c'est important aussi de ne pas oublier ces gens, en effet, qui souffrent de problématiques psychiatriques et dans lesquelles il faut également investir. Continue ensemble, et on sait aujourd'hui que justement les événements traumatisants ont un impact et laissent des traces dans notre ADN, mais est-ce le cas aussi dans nos neurones? Eh bien, les traumatismes modifieraient-ils notre cerveau? Bouchra Atiq est allé à la rencontre de chercheurs qui travaillent sur le sujet à l'Université Columbia à New York pour le magazine Découverte sur Radio-Canada. Ma mère me disait toujours, dans les camps, quand les gros deviennent maigres, les maigres sont déjà morts. Elle avait 8 ans quand ça a commencé. Elle est passée à travers tous les camps de concentration. La mère de Moshe Schiff est une survivante de l'Holocauste. Même si lui est né bien plus tard, il en porte des traces. Je n'ai jamais vu Auschwitz, mais mon ADN y était. Car l'ovule dont je proviens était déjà dans ma mère à sa naissance. Et cela a des impacts sur moi. Quand je traverse les douanes, j'ai peur. Mais j'ai peur aussi de la police. Il a mené une longue carrière comme chercheur en génétique à l'Université McGill, où il s'est intéressé à l'empreinte que les événements de la vie laissent dans les cellules. L'élément le plus important qui détermine le fonctionnement de nos gènes est la séquence que l'on hérite de notre père et de notre mère. Le code génétique contenu dans l'ADN est en quelque sorte un livre que nous transmettent nos parents. Nous avons le même ADN dans toutes nos cellules, dans nos yeux, dans nos muscles, dans notre cœur. Durant le développement, différentes sections de ce code sont lues pour déterminer la fonction de chaque cellule. Ce processus est dicté par l'épigénétique. C'est une marque chimique sur l'ADN qui agit comme un signet qui indique aux cellules
quelle partie du livre elles doivent lire à chaque fois. Un de ces mécanismes est la méthylation, dans laquelle des molécules se fixent à l'ADN pour en désactiver certaines parties. Mais l'épigénétique a une autre fonction. La seule façon dont l'ADN peut changer, c'est par mutation génétique. Cela prend des générations, mais la vie change beaucoup plus rapidement. Pour permettre à nos cellules de s'adapter à l'environnement, des marqueurs épigénétiques continuent à apparaître et à disparaître tout au long de notre vie. Les gènes sont programmés pour contrôler comment le corps réagit au stress ou à la nourriture. Par exemple, est-ce qu'on doit brûler ce qu'on mange ou le convertir en graisse? Et cette adaptation peut se transmettre à la génération suivante. La mère prépare son enfant au monde dans lequel il va vivre. Est-ce que ce sera un monde paisible ou bien un monde avec des guerres et des traumatismes? Et chaque situation nécessitera une physiologie différente. Des études ont démontré que les enfants et les petits-enfants de survivants de famine avaient hérité de marqueurs épigénétiques qui les rendaient plus susceptibles de développer des problèmes de santé métabolique. Mais qu'en est-il des effets psychologiques? Dans son laboratoire de l'Université Columbia à New York, Bianca Jones-Marlin étudie comment les événements traumatisants modifient le cerveau. Peux-tu en verser un peu pour leur faire sentir? Des souris sont exposées à répétition à une odeur d'amande pendant qu'elles reçoivent un léger choc électrique sur leurs pattes. Elles se souviennent de l'odeur et que cette odeur annonce le choc électrique. Donc elles apprennent que l'odeur prédit le choc. Par la suite, la chercheuse et son équipe observent leurs neurones. On arrive avec un microscope spécial à rentrer dans le cerveau, rentrer dans le système olfactif et regarder les interactions entre les neurones. Résultat, les souris ont développé de nouveaux neurones olfactifs spécifiquement dédiés à reconnaître l'odeur associée au danger. Ça modifie la zone olfactive du cerveau. Nous sommes les premiers à démontrer qu'au fur et à mesure que les neurones se développent, il y a un message qui leur est envoyé. Et un neurone qui était censé reconnaître l'odeur de menthe, par exemple, modifie son développement pour reconnaître l'odeur d'amande. La chercheuse a aussi accouplé les souris et analysé le cerveau de leurs petits. Nous avons constaté que les bébés naissent avec plus de neurones, comme s'ils avaient eux-mêmes vécu le traumatisme. Mais ce n'est pas le cas. Le cerveau est prêt à être congelé. L'odeur ne déclenche pas immédiatement une réaction de peur, comme c'était le cas pour leurs parents. Les animaux n'évitent pas l'odeur, mais ils sont nés avec un cerveau différent. Peut-être qu'ils sentent l'odeur à une concentration plus faible et qu'ils peuvent apprendre à faire face au danger plus rapidement, mais ils ne vivent pas dans un état de peur constant. Mais qu'en est-il chez l'humain? C'est ce qu'étudie présentement Moshe Schiff en collaboration avec l'Université Bar-Ilan à Tel Aviv. Il constate que les symptômes peuvent même être plus prononcés chez les descendants. Nous voyons une augmentation du trouble de stress post-traumatique chez les enfants de survivants de l'Holocauste. La plupart des parents ont eu une belle enfance avant que l'Holocauste ne survienne. Alors ils avaient des facteurs de protection. Mais ils ont vécu cette expérience et l'ont transmise à leurs enfants. Ceux-ci ne sont pas protégés, car ils ont été exposés à ces histoires et aux conséquences dès leur plus jeune âge. Mais est-il possible d'effacer les traces de ces traumatismes? Moshe Schiff a testé comment modifier les marqueurs épigénétiques chez des rats stressés. Une des méthodes est d'injecter dans leur cerveau un des gènes responsables de la méthylation. L'autre approche est de leur donner un supplément qui fournit les molécules nécessaires à ce processus. Nous avons constaté une disparition des symptômes chez les rats adultes. C'est très puissant et très significatif. Ces méthodes n'ont pas encore été testées chez l'humain,
Mais il y a d'autres avenues. L'impact intergénérationnel des traumatismes est un sujet qu'Amy Bombay connaît de très près. Mes deux grands-parents paternels et mon oncle ont fréquenté les pensionnats autochtones. La communauté a été très touchée. La chercheuse s'intéresse particulièrement à l'influence du milieu social sur les effets épigénétiques. Nos gènes ne sont pas notre destin et ils peuvent être activés ou désactivés par l'environnement. Si nous remplaçons ces milieux traumatiques par des milieux sains, on peut promouvoir l'expression de gènes qui protègent contre les impacts négatifs. Elle a développé un programme d'éducation sur le sujet en collaboration avec des organisations autochtones. Les membres des Premières Nations sont des experts en traumatisme. Nous le comprenons très bien car nous avons tous enduré la colonisation, l'oppression et le racisme. Mais nous avons aussi les connaissances et l'expertise pour trouver des solutions. Fait inusité, le savoir autochtone traditionnel comprend des notions d'épigénétique. Dans notre langue, on parle de semences, de vie sacrée. Cela exprime que l'ADN n'est pas qu'une brindille qui porte la vie et que même si le traumatisme se transmet d'une génération à l'autre, notre esprit et notre force se transmettent aussi. Le traumatisme n'est pas un héritage permanent. Amy Bombay souhaite que cette collaboration débouche sur des projets de recherche menés par les Premières Nations. Mais de mieux comprendre ce phénomène fait déjà une différence pour les descendants. Quand j'en parle, des gens viennent souvent me dire que ça a allumé une ampoule dans leur tête et qu'ils ont pu mieux comprendre leurs problèmes personnels, mais aussi ceux de leur famille et de leur communauté. Comprendre cette histoire favorise la guérison. Ça diminue le sentiment de honte et de blâme envers soi. Car les recherches sur la transmission épigénétique des traumatismes démontrent que l'histoire que nous transmettent nos parents n'a jamais fini d'être écrite. Je crois que j'ai certains facteurs de risque, mais j'ai aussi hérité de facteurs positifs, comme la grande résilience de mon père. Je suis certain que cela s'est transmis à mes enfants. Mais la science nous enseigne que nous pouvons développer des façons d'atténuer ces effets. La façon dont on se traite les uns les autres n'affecte pas qu'une seule interaction. Ça peut changer des générations, ça peut changer des sociétés, et donc ça peut changer le monde. Caroline Dupuis, est-ce que vous pouvez nous donner la définition en fait, de ce que serait l'épigénétique? C'est peut-être difficile à comprendre pour des béotiens et des béotiennes comme moi. Donc le gène qui renferme l'ADN, c'est en fait un système de codage dans nos cellules. On va traduire ces gènes, ça va transformer les gènes en des protéines. Et les protéines, c'est comme des petits Legos. Et avec ces petits Legos, on va construire finalement des cellules, des organes, on va reconstruire notre corps. Et moi, j'aime bien décrire l'épigénétique. Imaginez que vous avez un grand catalogue de tous les plans IKEA, de montage IKEA. Donc vous avez tous les lits, tous les meubles, toutes les tables. Eh bien, ça, c'est l'ADN. C'est dans une cellule, chaque cellule contient l'ensemble des plans, des montages IKEA de notre corps. L'épigénétique, ce sera l'architecte d'intérieur qui va dire on est dans la chambre des parents, je vais plutôt prendre le plan du lit à 2 places et on va construire le lit à 2 places. Alors que dans la chambre des enfants, on va prendre un lit pour bébé. Et donc, il va permettre de lire certaines pages ou de ne pas en lire d'autres et de refermer certaines pages ou certains chapitres. Donc, les plans, eux, ils sont fixes. On ne sait pas trop les bouger, à part de mutations. Mais par contre, l'épigénétique, c'est la façon de lire ces plans et donc de pouvoir lire certaines pages ou justement de ne pas en lire d'autres. L'épigénétique va être sur la génétique pour décoder certaines choses. C'est une découverte assez récente, finalement, l'épigénétique, non? C'est ça qui est beau en science. Un livre qui en permanence est réécrit.
Et où la bonne nouvelle, c'est que oui, même s'il y a ce bagage génétique, hein, moi j'ai des patients qui me disent c'est comme ça, il y a les insomnies ou l'anxiété, ma sœur, mon papa. Maintenant, on sait que ce qu'on va faire, même ce qu'on va penser, va avoir un impact, comment ces gènes vont ou pas s'exprimer. Erwan Bézard, quel regard vous portez-vous sur ces recherches, notamment là dans le reportage qui consiste à soigner les traumatismes par méthylation notamment? C'est fascinant, je pense que ce sont des stratégies qui sont encore un peu, entre guillemets, primitives et primaires et qui ont tendance à négliger ce qu'expliquait Caroline, qu'il y a l'ensemble de notre corps a le même code génétique. Et donc, si on a un supplément alimentaire, par exemple, l'ensemble des cellules de notre corps vont être exposées à ce supplément alimentaire et il va y avoir des modifications épigénétiques également, potentiellement, dans l'ensemble des cellules de notre corps, pas seulement dans la zone que l'on souhaite traiter au départ. Donc, ça pose un certain nombre de questions, mais c'est important de faire les premières étapes. Caroline Dupuis, l'épigénétique, pourtant, ça n'est pas ce qu'on appelle vraiment la résilience. La résilience, c'est un terme très psychologique. Oui, la résilience, c'est un terme psychologique qui dit qu'on peut affronter des épreuves et pouvoir en ressortir plus fort ou en tout cas plus vivant, toujours vivant. Parce que parfois, vouloir être toujours plus fort, c'est compliqué, mais on essaye en tout cas de pouvoir ressortir des épreuves, de pouvoir malgré tout apprendre de cela et rester là. Et je pense que l'épigénétique fait partie de la résilience. En fait, quand on est résilient, eh bien, on active des marques épigénétiques. Et on pourrait croire que cette idée d'épigénétique est très loin de nous, mais en fait, on se rend compte que faire du sport, ça active des marques épigénétiques. Manger bien, méditer, bien dormir, en fait, c'est toutes des façons qu'on a de pouvoir agir aussi sur notre épigénétique pour essayer, quelque part, de façon un peu mystérieuse, mais justement d'en faire ressortir le meilleur. Oui, ce sujet de la méthylation dont on parlait, ça nous amène quand même finalement à une sorte des nouvelles recherches en neurobiologie. On peut imaginer un jour qu'on va pouvoir régénérer des neurones ou augmenter, on va dire, les capacités cérébrales d'un humain. Alors, peut-être pas au travers que de l'épigénétique, mais c'est une partie des pistes de recherche, effectivement, pour déjà, dans un premier temps, avant d'augmenter, traiter les pathologies. Et on a vu aujourd'hui, dans l'ensemble des reportages, la diversité des pathologies ou des symptômes d'affections plus ou moins gênantes dans la vie quotidienne. Donc, le champ est extrêmement vaste. Après, il y a effectivement un courant de pensée, le courant de pensée transhumaniste, qui vise à utiliser ceci pour faire de l'augmentation de personnes saines, si je peux dire, en tout cas non porteuses de maladies. Et là, ça peut se discuter sur un plan éthique et philosophique. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Quel va être son impact sur nos cerveaux? On va avoir des zones du cerveau plus développées que d'autres parce qu'on va laisser l'IA peut-être faire une certaine somme de travaux à notre place? Oui, on apprend différemment hein, depuis qu'on a des machines à calculer. Le GPS, oui, ça nous rend dépendants, comme maintenant ChatGPT et ces systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, c'est justement pour ça qu'il faut investir plus dans ce qui nous rend différents de ces machines. Hein. Ils ne pensent rien, en fait. Ce n'est pas ça qui va nous aider pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il ne peut pas faire une dépression, il ne peut pas être heureux, la créativité. Donc peut-être qu'aussi au niveau scolaire, il ne faut pas uniquement mettre l'accent sur la connaissance, mais sur les soft skills, sur cette intelligence émotionnelle. Comment je me sens? Comment vous vous sentez? Comment est-ce qu'on peut communiquer ensemble? Et on la néglige un peu. Donc AI, oui, c'est un outil, mais pour le moment, il y a plus de conscience dans une mouche que dans le plus grand des superordinateurs ou robots. Erwan Bézard Non, je souris parce que je suis complètement d'accord avec ce que dit Steven. Et je me rappelle mon grand-père qui se plaignait parce que je ne connaissais pas l'ensemble des préfectures et sous-préfectures françaises. Oui, le savoir, en tout cas, la notion de qu'est-ce qu'il faut savoir à un moment donné a changé entre les années 20 où lui était à l'école primaire et moi les années 70. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Ce que mes enfants ont appris ou ce que les jeunes enfants aujourd'hui apprennent à l'école primaire ou apprendront ou devront maîtriser seront nécessairement différents de ce que moi j'ai appris dans les années 70. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste différent. Et notre cerveau offre cette capacité à être
être différent et il faut cultiver ce qui va être spécifique de la capacité du cerveau humain par rapport à l'aide que vont apporter des machines, sans être naïf et en se disant que tout est beau dans le meilleur des mondes. Non, il faut savoir qu'est-ce qui doit être, quel garde-fou doit être mis pour ne pas l'utiliser, mais respecter comme toujours le fait qu'on évolue, mais on évolue avant tout avec les outils qui sont mis à notre disposition. Justement, Caroline Dupuis, l'utilisation des chatbots et de l'IA, mais oui, comme psychologue... Nous, on voit ça dans notre pratique clinique, c'est que de plus en plus, on utilise ces chatbots, donc ChatGPT, comme un coach de vie, un thérapeute, et il est génial à première vue, parce qu'il semble empathique, il répond à toutes les questions, et il n'a pas de fin. Hein. Il n'y a pas un moment où il dit « bon, maintenant c'est terminé, on se voit la semaine prochaine ». Alors qu'évidemment, on voit tous les pièges que ça recèle, et je rejoins un peu ce que vous disiez par là, c'est finalement un formidable outil, mais laissons-le à sa place d'outil, c'est-à-dire que ne soyons pas, nous ne déléguons pas, nous, notre connaissance et notre pouvoir à un outil. On l'ouvre quand on en a besoin, on le ferme quand on n'en a plus besoin. Même chose, quand on parle de chatbot thérapeutique, c'est un outil, on peut lui poser une question ponctuelle. Par contre, se mettre en relation avec un chatbot dont on pense qu'il nous répond de façon personnalisée, c'est illusoire. Ne tombons pas dans cette illusion et dans ce piège. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Caroline Dupuis, merci Erwan Bézard, merci également à vous Stephen Loris d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro d'Objectif Monde. Merci également aux médias francophones publics pour leur soutien. Vous pourrez retrouver cette émission sur la plateforme TV5 Monde Plus. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Objectif Monde. Il y a vraiment là, une expertise très forte qui s'est développée pour truquer le cerveau humain. Derrière chaque écran, il y a quelqu'un qui cherche volontairement à vous rendre dépendant. Au nom des profits, on utilise ce genre de stratégie-là au détriment des enfants. Une bonne nuit de sommeil. Quoi de mieux pour reprendre des forces, refaire le plein d'énergie, se sentir d'attaque pour la journée qui nous attend. Ça, c'est quand tout se passe bien. J'ai dû prendre de la mélatonine, mes hallucinations se sont espacées. Avec ces pièces-là, on pense pouvoir faire échec et mat à la douleur. On pense que lorsque notre joueur va être en train de jouer aux échecs, cette région-là va être activée, puis ça va empêcher la douleur d'être perçue. Les membres des Premières Nations sont des experts en traumatisme. Même si le traumatisme se transmet d'une génération à l'autre, notre esprit et notre force se transmettent aussi. Le traumatisme n'est pas un héritage permanent.